comme aux États-Unis, je l'ai dit encore ce matin, c'est qu'il y a des bureaux qui sont chargés de planification et qu'on appelle des bureaux de planification ou dans leur mandat, comme le Bureau of Labor Statistics qui fait des planifications en matière d'emploi, en matière d'éducation et dans beaucoup de domaines. Donc je crois que la planification, on en a besoin, même dans les économies capitalistes. Et on attend maintenant que le ministère du Plan joue un rôle extrêmement important en matière d'abord de communication gouvernementale. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de la communication dans le domaine économique, de coordination de la politique économique, parce que la politique économique c'est très vaste. Quand on parle des politiques économiques, les gens pensent que c'est seulement la monnaie, c'est seulement le budget, mais ça c'est la macro. Les sectoriels également en font partie. L'agriculture, l'industrie, l'éducation. Mais tout ça, ça relève de la politique économique, mais des politiques économiques sectorielles. Et à mon avis, il n'y a pas suffisamment de coordination à ce niveau-là. J'ai comme l'impression qu'il y a des agendas un peu particuliers à chaque ministère et qu'on déroule. Et ceci conduit parfois à des actions qui tendent à se neutraliser au niveau macro. Et là, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Très bien. Alors, le Sénégal, toujours dans ce cadre-là économique, va chercher le financement de son plan national de développement économique et social. Au mois d'octobre prochain, à Paris, le président Sall même en a parlé. Il a dit on tentera d'obtenir plus de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, vous avez vu certainement le document de stratégie nationale de développement économique. Est-ce que vous voyez du solide là-dedans qui peut convaincre les bailleurs? Moi, je crois que, bien sûr, le document de stratégie, je l'ai vu. Et c'est un document qui est bon dans l'ensemble, dans la lignée de ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les années antérieures. Parce qu'avant aussi, on avait le document de stratégie. On avait le DSRP. Le DSRP, c'est le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Mais le document actuel est une amélioration, disons, du DSRP. Mais je crois qu'on a besoin, et on a beaucoup d'autres documents qui circulent. On a la stratégie de croissance accélérée et beaucoup d'autres documents. Je crois qu'on a besoin de mettre en cohérence tout cela et besoin de procéder à une analyse beaucoup plus approfondie de nos contraintes, de nos potentiels de croissance et d'avoir des matrices d'action plus claires et plus faisables. Ceci étant dit, je suis persuadé qu'avec le document qu'on a, on va peut-être avoir beaucoup d'engagement, mais ça aussi c'est pas nouveau, on a eu beaucoup d'engagement dans le passé. C'est pas la première fois qu'on va au groupe consultatif. Les bailleurs vont prendre des engagements, mais les décaissements, c'est autre chose. Ça, c'est d'un. Et même à supposer que les décaissements soient faits, ce qu'il faut faire, c'est également important. C'est-à-dire ce qui est derrière. Et comme vous avez dit tantôt, la stratégie, ça me paraît extrêmement important. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire dans ce domaine-là. On a besoin d'aller au-delà de ce qui est disponible dans le document actuel. Et comme je l'ai dit, qui est une DSRP améliorée. Et d'ailleurs, ce qu'on doit voir, c'est que le DSRP, c'était une vision d'un homme, de Wolfenson, qui avait sa vision du développement, qui a mobilisé les universitaires, qui a mobilisé beaucoup de ressources pour faire des enquêtes, des études. Et dans tous les pays dans lesquels la Banque mondiale intervient, il y avait un document qui s'appelle document de stratégie de réduction de la pauvreté. Mais ça ne peut pas se substituer à un document interne. Je crois que ça, c'est un problème avec nos États. Vous voulez dire quoi? Que les États, nos États doivent voir comment eux-mêmes financer leur développement, c'est ça? D'abord, pour le financement, on n'a pas beaucoup d'épargne. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas beaucoup de ressources. On n'a pas mobilisé les ressources nécessaires pour prendre en charge tout le financement requis. Okay? On a besoin du soutien de nos partenaires. Ça, c'est d'un. Mais je parlais plus fondamentalement et de stratégie. Parce que je vais peut-être vous surprendre, mais dans le monde actuel, ce qui pose problème, ce ne sont pas les ressources. Ce qui pose problème, ce sont les bonnes politiques. Parce que le financement est réglé, oui. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux qui circulent. Ce qui pose problème, c'est les politiques, c'est les programmes et c'est les projets à financer. Et à ce niveau-là, nos pays ont énormément de retard. Je ne parle pas seulement du Sénégal, mais de la plupart des pays de l'UEMOA et d'Afrique, de façon générale. Lorsqu'on parle de politique publique, on nous brandit des documents des bailleurs. Que ce soit le Doing Business. Et moi, je suis sidéré quand je vois un fonctionnaire ou un ministre de la République qui jubile parce que le Sénégal a gagné quelques points dans le Doing Business. Gagner des points dans le Doing Business, je ne peux pas dire que ça ne signifie pas grand-chose, mais ça ne développe pas un pays. Il y a des pays qui ont de bons classements dans le Doing Business. La Tunisie est classée 50e dans le Doing Business.
la Chine et le Brésil, qui sont quand même des pays émergents, sont très loin derrière. La Namibie est bien classée dans les indicateurs de transparence internationale. L'Inde, le Brésil, la Chine sont encore très loin derrière. Et quand on regarde les performances en termes de PIB par tête, de revenus par tête, ces pays-là font beaucoup mieux que les pays. Ça veut dire que ce sont des concepts qu'on nous vend comme ça? C'est pas ça. Le problème, c'est que je dirais que c'est un peu des plaidoyers. C'est normal. Oui. Il faut protéger le droit des enfants. Il faut protéger la gouvernance. Oui. Il faut lutter contre le blanchiment. Et donc, c'est des contraintes. Donc, il faut tenir compte. Mais ça ne peut pas se substituer à une vision nationale, une stratégie nationale à décliner et à opérationnaliser. C'est ça le problème. D'accord. En définitive, vous voulez dire quoi? Que il est temps pour nos gouvernants d'être par exemple plus efficaces dans les choix qui sont opérés ou dans les options carrément économiques. Ce que je veux dire simplement, c'est que on n'a pas besoin de réinventer la roue. Les pays et l'humanité, de façon générale, a acquis énormément d'expérience en matière de gestion des économies et en matière de gestion des processus de transition des pays vers le développement. Au début, le rythme auquel on voyait des pays émerger était très lent. Vous vous rappelez, il y a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Hollande, après très tard, les États-Unis, le Japon. Maintenant, ce n'est plus le cas. Chaque année qui passe, on voit beaucoup de pays qui émergent. Oui. Ça prouve que l'humanité a gagné en expérience en matière de transition économique. Et il s'agit juste de comprendre cela et de mener les politiques appropriées et pour mener notre pays dans cette direction. D'accord. Je rappelle que la stratégie nationale de développement économique et social, c'est sur 4 ans, 2013-2017. Elle repose sur 3 piliers: croissance, productivité et création de richesse 1. Deuxièmement, capital humain, protection sociale et développement durable. Troisièmement, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Alors, mobiliser le financement, c'est donc bien, c'est ce que vous disiez, mais comment maintenant provoquer le regain de productivité qui est visé ici et du coup booster la croissance? D'abord par les bonnes politiques. Je crois que on a tendance, à mon avis, dans ce pays, à confondre vitesse et précipitation. Dans le domaine de l'économie, on ne peut pas compter sur son intuition, sur son inspiration pour faire avancer les choses. Je crois qu'il faut prendre le temps d'étudier les choses de manière systématique et de pouvoir identifier les leviers sur lesquels on agit. Et la première chose qu'on doit faire, à mon avis, actuellement, c'est d'apporter plus de cohérence dans les objectifs et dans les interventions de l'État dans le domaine économique. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a énormément d'incohérences. Je donne un exemple. Actuellement, tout le monde le sait, le gouvernement a la volonté de booster la croissance. Oui. Ça, il n'y a pas de doute. Le gouvernement a la volonté de créer davantage d'emplois. Mais parallèlement, on prend d'autres mesures qui tendent à neutraliser cette intervention de l'État sur le marché du travail et pour la croissance, par exemple à travers le quitus fiscal. Les gens n'en parlent pas, mais il y a beaucoup d'activités qui sont étouffées avec le quitus fiscal. Vous me direz qu'en général, il s'agit d'entreprises informelles qui ne paient pas d'impôts. Ils devraient payer les impôts, je suis d'accord, mais les entreprises informelles font partie du paysage économique du pays. Il y a l'informel partout. Il y en a au Brésil, il y en a en Inde, il y en a même à New York. Et nulle part, on a dit qu'il fallait étouffer ces entreprises-là. Les chefs d'entreprise même en parlent, ils s'en plaignent. Mais il faut les amener à se formaliser, mais pas à les étouffant. Parce que quand on les étouffe, la production baisse et le chômage augmente. Parce que c'est de l'étouffement, vous êtes d'accord? Je pense, oui. Je pense, oui. Parce que les entreprises qui sont tout à fait en règle avec les fiscs, on le compte sur le bout des doigts. Mais les petites entreprises sont les entreprises qui ont le plus de difficultés avec le fisc. Vouloir dire que vous ne recevez aucun paiement de l'État alors que l'État est le client le plus important de notre économie, aussi longtemps que vous ne régularisez pas votre situation, mais je crois que c'est les étouffer. Okay? Et je suis d'accord avec la volonté d'amener tout le monde à payer ses impôts. Donc c'est un paradoxe de vouloir créer de la richesse avec le secteur privé et de procéder à ce que vous appelez étouffement. Mais c'est ça, et à mon avis, ça procède du fait qu'il y a un déficit de coordination. Un gouvernement, c'est un tout. C'est comme une équipe de football. Il y a un attaquant, il y a un défenseur, il y a un gardien, mais il y a un système de jeu.
il y a une cohérence interne. Oui. On ne peut pas laisser chaque joueur faire ce qu'il veut. Oui. Vous voyez bien? Alors, c'est cette coordination-là un peu qui manque, à mon avis. Et dans l'équipe actuelle, comme dans les équipes précédentes. C'est pour ça que je disais que j'avais énormément de déception dans la manière dont la politique économique est pilotée dans notre pays. Et ça aboutit à énormément de confusion et d'incohérence. J'ai donné le cas du quitus fiscal, mais il y a d'autres... Mais quand même, ici, l'État est dans une logique de recouvrement. Ça, c'est le rôle naturel de l'État. Je suis d'accord, notre budget est faible. Oui. Vous savez, le budget est faible, oui. Le PIB est faible. Et je pense que l'État doit tout faire pour élargir la base taxable. Parce que c'est comme ça qu'on peut financer les infrastructures. Il y a beaucoup de demandes partout. Oui. Besoin d'éducation, besoin de santé, besoin de routes, etc., etc. Donc ça, c'est louable. Mais c'est pas en détruisant la base productive qu'on va collecter. Parce que le premier déterminant de l'impôt, c'est l'activité économique. Oui. Que ce soit les droits de douane, que ce soit l'impôt indirect. Si l'activité économique baisse, mais l'impôt va baisser. Donc le gouvernement n'a pas intérêt à étouffer. Et on veut parler d'emploi, de création d'emplois. Qui crée les emplois? C'est les entreprises. Oui. Et les entreprises formelles créent une proportion négligeable de l'emploi. La plus grosse part de l'emploi est créée par les entreprises de l'informel. Donc on n'a pas intérêt à les étouffer. Il faut les réguler. Parce que c'est des gens qui tirent profit du système de manière indue. Il faut donc mettre de l'ordre dans ça, mais sans scier la branche sur laquelle on est assis. D'accord. Donc revoir le quitus fiscal passe forcément par une révision carrément de ce Code général des impôts qui était en discussion. Absolument. Je crois que le problème est plus large, parce que ça c'est un exemple précis que j'ai donné. Oui. Mais vous pouvez multiplier les exemples à profusion. Il y a énormément d'incohérences, comme je vous l'ai dit, et ça c'est prévisible, parce que s'il y a des interventions qui se font à l'échelon de tous les ministères et qu'il n'y a pas beaucoup de coordination, on peut s'attendre à... Mais un autre exemple, le nombre de personnes qui ont un compte bancaire dans ce pays, ça ne fait pas 5%. Selon les statistiques officielles de la BCEAO. Et il y a des programmes pour amener les Sénégalais à ouvrir des comptes bancaires, parce que c'est comme ça qu'on peut mobiliser l'épargne. Mais parallèlement, qu'est-ce qu'on fait? On limite le nombre d'espèces qu'on peut verser et dans les institutions bancaires. Ouais. Ça, c'est une contradiction. Oui. On dit que c'est pour lutter contre le blanchiment. Ouais. C'est peut-être efficace, mais le blanchiment, ça peut emprunter les circuits bancaires, ça peut aussi se faire en dehors des circuits bancaires, et ça tout le monde le sait. Si vous voulez envoyer 50 millions, 100 millions, 200 millions aux États-Unis, aller à Sandaga, et on le fait sans que ça ne passe par les banques. Ça, il y a beaucoup de choses. Ça répond à un souci de bonne gouvernance, ça c'est indispensable. C'est très bien. Aussi le développement. Mais c'est très bien, oui. on a besoin, mais on a... Ce que je dis, gouverner, c'est pouvoir naviguer dans des contraintes. Trouver le juste équilibre. Voyez bien, on a besoin d'améliorer la gouvernance, on a besoin de lutter contre la délinquance financière, on a besoin de lutter contre le blanchiment d'argent, mais on a besoin également de mobiliser l'épargne. Oui. Et ça, c'est important. Et il faut faire en sorte que les objectifs puissent être atteints de manière optimale. Et vous voyez, le débat qu'il y a eu concernant le code des marchés, mais ça procède de la même logique. Absolument. Il faut assurer la gouvernance, mais sans bloquer l'activité. Il faut aller vite. Je suis d'accord avec ça. Là, vous êtes d'accord avec les pouvoirs publics. Mais il faut aller vite. Il y a des facteurs de blocage dans ce code, non? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a essentiellement deux piliers concernant la gouvernance. Le premier pilier, c'est la transparence. On a besoin de managers qui soient transparents, qui soient honnêtes, qui gèrent bien les deniers de l'État. De deux, on a besoin d'efficacité. Oui. On a besoin de managers qui atteignent des résultats. Et à mon avis, dans ce pays, les choses sont biaisées vers le premier palier. Il y a beaucoup d'institutions de contrôle. C'est une bonne chose. Mais il n'y a pas suffisamment d'institutions d'évaluation. Les gens ont tendance à penser qu'une fois que le manager prouve que ses règles de gestion sont transparentes, ses actes de gestion ne posent pas de problème, et il les quitte avec sa mission, avec son mandat. C'est pas vrai. Avec les ressources qu'on a, il faut faire en sorte que les résultats soient les plus élevés possibles. Et je crois que dans notre dispositif de pilotage de notre économie, ce deuxième pilier-là manque un peu. D'accord. Alors, professeur Mbaye, on reste sur le secteur de l'emploi. Je vois que ça vous intéresse beaucoup parce que vous avez fait beaucoup de réflexions